Bonjour tout le monde, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour parler de la télévision, son présent et son avenir. On a intitulé cette table ronde Quelle nouvelle voie pour la télévision, sachant que autour de cette table, vous allez retrouver deux types d'acteurs, des petits nouveaux qui ont tous les deux une sacrée expérience déjà dans l'audiovisuel, mais quand même qui vont lancer des nouvelles chaînes à partir de l'été prochain, et puis des acteurs plus historiques de la télévision avec des grands groupes que vous connaissez. Je vous les présente rapidement. Christopher Baldelli, qui a travaillé entre autres chez RTL, Public Sénat, et qui maintenant dirige une nouvelle chaîne qui ne s'appellera pas, mais qu'on appellera pour l'instant Réel TV. Juste à côté de lui, Delphine Ernotte, qui dirige France Télévisions, qui fait partie, qui est une exception puisqu'elle a été réélue. Elle a fait un deuxième mandat à la tête de France Télévisions. Elle s'inscrit dans la continuité. Elle est depuis 9 ans à France Télévisions. Juste à côté d'elle, David Larramendi, qui lui dirige depuis moins longtemps le groupe M6, mais qui est rentré dans le groupe M6 en 2008, qui a occupé différents postes. Il a entre autres été patron de la publicité, de la régie pendant quelques années. Maintenant, il s'occupe de l'ensemble du groupe, qui est un groupe de télévision, mais aussi de radio, puisque RTL, entre autres, fait partie du périmètre. Et puis, juste à côté, Guénaëlle Trolli, qui, elle, dirige Ouest France TV, et qui a, entre autres, travaillé presque une petite dizaine d'années au sein du groupe Altis, qui avant ne s'appelait pas Altis, mais entre autres, elle s'est occupée de RMC Découverte et d'autres chaînes comme ça. Elle a déjà lancé des chaînes en France. Ce que j'aimerais, c'est que pour le débat, un petit tour d'actualité rapide pour qu'on se présente un peu chacun les autres, nous dire où est-ce que vous en êtes. Pour certains, il y a un petit effort de présentation un peu supplémentaire parce qu'on vous connaît moins. Pas vraiment besoin de présenter télévision, France Télévisions ou M6. Et puis ensuite, qu'on parle des défis qui sont à la fois conjoncturels et structurels. Et puis on commencera très vite par évoquer la question de la numérotation, puisque hier, l'Arcom a décidé de changer le plan de numérotation des chaînes. Ce serait intéressant de savoir un petit peu quel impact ça a sur vous et ce que vous en pensez. Christopher, tout de suite, peut-être pour commencer, quelques mots sur le projet que je baptise Réel TV. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'ambition de ce nouveau venu dans la sphère de la télévision? Alors, Réel Télé, donc, comme tu l'as dit, est un nom de code. Ce ne sera pas le nom définitif de la chaîne. Réel TV est donc une des deux chaînes qui ont été sélectionnées par l'Arcom en juillet dernier pour faire partie de la nouvelle offre. Je précise tout de suite un point, c'est que nous devions partir début mars et on était à la fois dans un sprint depuis 6 mois construisant tel un Lego, pièce par pièce, pour, partant de zéro, faire une chaîne de télévision. Donc jusqu'il y a moins de 48 heures, notre horizon était clairement le 1er mars et tout était en ligne. Les feux étaient verts pour pouvoir partir le 1er mars. Il se trouve que c'est un constat, ce n'est pas un effet d'aubaine, il se trouve qu'on y reviendra. Le nouveau plan de numérotation qui a été arrêté par l'Arcom, comme vous le savez, ce lundi, ne rend pas le canal disponible que nous avons, qui est le canal 18 qui nous a attribué, avant le 6 juin. Donc la chaîne, du coup, va devoir décaler son lancement 2-3 mois, mais je pense que on y reviendra, ce sera un débarquement général le 6 juin, et donc on sera là le 6 juin. Le pitch de Réel TV, c'est quoi le fond de grille, en quelque sorte? Alors, il y a, comme vous le savez, il y aura demain 25 chaînes de TNT. Donc toute une partie de l'offre est naturellement couverte. Donc on n'a pas vocation à faire une chaîne musicale, à faire une chaîne d'infos en continu, etc. Le but était, et je pense que c'est pour ça que la chaîne a été sélectionnée, le but était d'avoir une offre différente et complémentaire des chaînes existantes. Donc, si je devais la résumer, pour essayer de ne pas être trop long, parce que sinon on pourrait en parler, en tout cas moi je peux en parler des heures de cette nouvelle chaîne, 3D, le débat, c'est-à-dire que ce sera une chaîne qui traitera de l'actualité. Le deuxième D pour documentaire, ce n'est pas une chaîne thématique, c'est une chaîne généraliste, mais c'est une chaîne qui aura une proportion de documentaires important, parce qu'on connaît les efforts de France Télévisions en matière de documentaire, bien sûr, mais sur les chaînes privées, il n'y en a quasiment qu'une seule qui se consacre pour le compte de façon assez thématique au documentaire. Donc nous avons pensé qu'une offre de documentaire mise en avant peut intéresser clairement les téléspectateurs. Et le troisième D, c'est D pour divertissement, puisque je l'ai dit, nous sommes une chaîne généraliste, donc tous les genres de programmes seront présents sur la chaîne, le film, la fiction, les magazines, les variétés,
etc., etc. Merci. Guénaël, même question, un peu le pitch de Ouest France TV, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être et quand est-ce que ça sera lancé? Eh bien, Ouest TV, c'est la chaîne de Ouest France, qui est une nouvelle chaîne généraliste TNT gratuite, qui va raconter ce que vivent les Français, qui va porter un regard qui est à la fois divertissant, qui sera aussi ancré dans le réel, et puis avec cette expertise issue du groupe, issue du terrain depuis toujours, qui est résumée dans cette phrase « de la commune au monde, du monde à la commune ». Sur le plan de numérotation, peut-être à moins que vous ayez chacun envie de dire un mot, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la peine de présenter votre groupe, donc si vous le permettez, je me lance direct dans la numérotation. Peut-être Delphine, quelques réflexions, quelques remarques. Qu'est-ce que ça peut changer pour France Télé, le nouveau plan de numérotation? Alors, avant de répondre sur la numérotation, je voudrais juste resituer l'enjeu. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui se dérègle et dont le dérèglement s'accélère. Quand on entend Mark Zuckerberg dire qu'il faut plus de virilisme et moins de femmes, je n'arrive pas complètement à me dire que c'est vrai. Il faut que je me pince. J'ai l'impression d'être dans une dystopie. On n'a pas encore vu le bout de tout ça. Donc voilà, ça c'est quand même le côté noir des choses. En même temps, je lisais ce matin le Figaro.fr qui restituait l'étude Lacroix, le baromètre, qui disait que les Français, dans leur grande majorité, à 76%, plébiscitaient la télévision pour s'informer. Dans la télévision, accorder une grande confiance, en radio également d'ailleurs, au service public. Donc c'est dans ce contexte-là que intervient la décision sur la numérotation. Donc ce n'est pas une petite décision, c'est ça que je veux dire. On est à l'aube d'un combat sur l'information extrêmement fort, et donc la numérotation indique le soutien, en tout cas, aux télévisions privées et publiques dans ce combat face à ces géants du numérique qui sont en train de tourner complètement dingue, hein, on va se le dire. Donc c'est pour ça que c'est une décision qui est extrêmement importante pour les années qui viennent, et je salue vraiment la constitution de ce bloc d'information. Le président Mestre l'a redit tout à l'heure, oui, c'est plus simple pour le public. Oui, ça favorise le pluralisme, des vertus que le service public ne peut évidemment que défendre lui aussi. Voilà. Il y a aussi un impact positif pour une autre chaîne du groupe France Télévisions, France 4. Alors oui, il y a ça c'est un peu je dirais pas une surprise, mais c'est vrai que c'est lié au fait que Canal+ ait décidé quand même assez tardivement finalement de se retirer de la TNT. Moi, je pense que c'est bien aussi pour les publics parce que on en parle beaucoup à l'Assemblée nationale, au Sénat, on fait des lois pour éviter que les enfants soient exposés à la pédopornographie. Et ben la télévision, que ce soit France 4, Gulli, avec David, mon collègue qui est là, c'est quand même une sécurité énorme pour tous les parents. Et je pense que c'est bien de soutenir le secteur de l'animation français, de soutenir des télévisions et des environnements numériques qui soient positifs pour les enfants. Par ailleurs, c'est vrai aussi que France 4, par la loi, est une chaîne qui n'a pas de publicité, et donc ça ne vient pas, au fond, perturber un écosystème publicitaire qui est un peu chahuté en ce moment. Donc voilà, ça respecte les équilibres privés-publics, donc c'est extrêmement positif. Puis dernier point, je rappelle que France 4, on devait la fermer, puis finalement on ne l'a pas fermée, on a fait une chaîne pour enfants, puis finalement on a... Bon. Ça va nous permettre de poser un peu la chaîne, et évidemment on ne va pas changer sa destination, ça restera une chaîne pour les enfants en journée et une chaîne qui retransmet des spectacles et de la culture le soir. On est les seuls à le faire, hein. Et donc, mais évidemment on va repenser un peu à l'intérieur de ces deux missions qui vont rester l'éditorial de cette chaîne, et on est très heureux de ça. David, sur la numérotation. Sur la numérotation, je dirais que c'est un peu comme un apéritif sartois, amical. C'est quelque chose qu'on a pris avec modération. On apprécie avec modération. Alors je dis ça parce que, d'une part, on avait un gros enjeu, nous, d'un point de vue de l'intérêt du public, le fait de regrouper les chaînes d'information nous paraissait quelque chose de pertinent. En revanche, pour la protection du jeune public, il nous paraissait important que Gulli puisse être placé en amont. Donc ça, de ce côté-là, nous avons été contents. En revanche, on poussait... Gulli passe sur la chaîne numéro 12. Sur le canal numéro 12, voilà. Et évidemment, on aurait préféré que ce soit le 8.
Évidemment, notamment parce que ça nous permettait de conserver l'écart avec France 4, et puis également parce que je pense que LCP, qui est une chaîne qui a une vocation d'information forte, hein, puisque c'est mentionné 4 fois, je crois, dans sa charte, pouvait être à côté du bloc info. Donc voilà, une vue là-dessus modérée, disons, mais je pense qu'effectivement, c'est un élément, mais ça n'est qu'un élément de la transformation totale que nous vivons. On est engagé dedans depuis un certain temps. On a un cadre réglementaire qui date pour la plupart des années 90, d'un monde pré-digital, d'un monde pré-plateforme, et qui est aujourd'hui, je pense, totalement inadapté, et qu'il faut défendre les diffuseurs français de manière volontaire. Alors, on a un certain nombre de combats, on est beaucoup soutenu par l'ARCOM, je pense notamment, puisqu'on est ici ce matin à la Maison de la Radio, on a des gros enjeux autour des mentions légales en radio. On n'arrive pas à bouger, et l'audio est évidemment spécifique en termes de mentions légales. On a des quotas musicaux qui s'appliquent aux radios musicales, qui ne s'appliquent pas qui ne s'applique évidemment pas aux plateformes de streaming. Côté publicitaire télé, on a des interdictions qui ne s'appliquent pas aux acteurs du digital. Donc je pense qu'il y a une refonte vraiment globale avec pour objectif d'avoir des diffuseurs français en pleine forme, pas simplement pour eux, parce qu'ils ont un rôle dans l'information, on en parlait, que ce soit en télévision, en radio, et les fake news sont devenus maintenant industriels, donc c'est un enjeu absolument énorme, et puis évidemment pour la défense de la création française à laquelle nous sommes tous attachés. Donc il y a des très très gros enjeux. Nous de notre côté, on a entamé, disons, cette transition dès 2008 avec M6 Replay à l'époque. On a mis un accélérateur avec M6 Plus au mois de mai, dont on est content. Mais si vous voulez, on passe tous, autant que nous sommes, nous passons de positions, je dirais, incontournables dans le monde du linéaire à un monde numérique dans lequel nous ne sommes tous, hein, malgré nos tailles respectives, qu'un acteur parmi d'autres, et dans un contexte concurrentiel avec des géants en face de nous qui ont des moyens à peu près illimités, et encore une fois, un cadre qui les favorise, non pas évidemment volontairement, mais simplement parce qu'il a été créé à une époque où ils n'existaient pas. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on nous aide de ce côté-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un mot. Sur la numérotation, Christopher et Ganel, est-ce que vous êtes content du numéro que vous avez tiré? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, quel sera votre numéro? Alors, pour Ouest TV, ce sera la 19. Et oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est quand même la reconnaissance de la qualité du projet de Ouest France TV. Et puis, c'est aussi une réponse à nos ambitions de visibilité, à nos ambitions de développement pour la chaîne. Christopher? Alors d'abord, vous permettrez à l'ancien président de Public Sénat, puisque je l'étais encore il y a moins de 2 mois, de se réjouir qu'effectivement Public Sénat va prendre une position 8. Je pense qu'elle le mérite, que c'est une chaîne citoyenne et qui va complètement dans le sens, Delphine l'a mentionné, de l'apport à l'information en général et à l'information de qualité. Je vais maintenant parler de Réel TV. D'abord, je n'ai pas été surpris par la décision de l'ARCOM, je m'en suis bien sûr félicité. Donc Réel TV sera en position 18. Pas surpris parce qu'elle est cohérente. Elle est cohérente, à mon sens, pour 2 raisons. La première, c'est une question de pluralisme. Quand on parle de pluralisme, tout le monde pense toujours à la représentation sur les antennes des différentes partis politiques. Je rappelle qu'il y a, dans la loi de 86, je crois que c'est l'article 5, un impératif de pluralisme qui concerne les acteurs. C'est-à-dire que la loi a prévu, pour éviter les monopoles de fait ou de droit, que les acteurs de l'audiovisuel puissent être pluralistes. Donc quand il y a des nouveaux entrants comme OFTV, nous, on est clairement dans un enjeu de pluralisme, avoir des nouveaux entrants, comme ça s'est fait il y a quelques années avec BFM, etc. Donc il ne faut pas que le pluralisme soit de façade, mais il faut qu'il soit réel. Or, évidemment, le choix de l'ARCOM en nous faisant rentrer, c'est de renforcer le pluralisme avec ces nouveaux entrants. C'était cohérent de leur donner une position, une exposition qui ne les condamnait pas à être éternellement les derniers petits canards. Donc ça, c'est la première raison de cohérence. La deuxième, elle va complètement à l'encontre d'une petite musique qu'on a entendue durant 6 mois et qui, Dieu merci, parce que cette musique et la partition étaient fausses à l'arrivée, n'est pas la musique qui a été retenue, c'est dernier entrant, dernier servi. Bon. D'abord, c'est pas très élégant de souhaiter la bienvenue de cette façon-là, mais au-delà de la plaisanterie, c'est juste inexact. C'est-à-dire quand on regarde tous les précédents et l'histoire de la TNT, les derniers entrants ont été en dernière position quand il n'y avait pas de sortant. C'est-à-dire qu'ils candidataient
en sachant extrêmement bien que leur position serait à la fin. D'ailleurs, Delphine est à côté de moi, lorsqu'elle a lancé sa chaîne d'infos, elle savait à ce moment-là... Avec Mathieu qui est dans l'assistance, je ne peux pas m'en empêcher. Avec Mathieu qui était président de Radio France. Elle savait à ce moment-là, étant dernier entrant sans sortant, qu'elle serait en dernière position. De la même façon, LCI, quand ils ont demandé une tranche en clair. Mais en revanche, quand il y a des sortants, ce qui est le cas, parce que nos deux chaînes, s'il n'y avait pas eu 2 sortants, l'Arcom a choisi 2 entrants parce qu'il y avait 2 sortants. S'il y avait eu un sortant, ils auraient certainement choisi un entrant, et s'il n'y avait pas eu de sortant, il n'y aurait pas eu d'entrant. Donc à partir du moment où il y a un mouvement et où il y a des chaînes qui ne viennent pas s'ajouter, mais qui viennent parce qu'il y a des chaînes qui sortent, il est normal et homogène et cohérent que ces chaînes prennent des positions qui ne soient pas à la fin. Et je rappellerai, il y a un précédent que tout le monde a oublié, mais que je rappelle, qui est en 1992, la faillite et la disparition de la 5. Quand la 5 disparaît, ce n'est pas M6 qui est en position 6 qui prend la position de 5 et le dernier entrant, l'espèce Arte, qui va prendre la position 6, c'est Arte qui rentre sur le hertzien et qui prend la position 5. Et M6 reste en position 6. Donc, tout ça pour vous dire que, pour nous, la décision de l'Arcom concernant nos 2 chaînes, les nouveaux entrants, de les mettre, non pas à la fin, comme beaucoup auraient aimé que ce soit le cas, me semble tout à fait cohérente d'un point de vue juridique et d'un point de vue, je dirais presque aussi juridique, mais économique, par rapport à l'impératif de pluralisme. Christopher a prononcé le mot économique. En tant que journaliste aux Échos, je ne peux pas m'empêcher non plus de passer peut-être dans la phase économique. Pour faire de la télévision, il faut quand même de l'argent, que ce soit ou des recettes budgétaires via, entre guillemets, la redevance ou des fonds publics, ou alors de la publicité. À court, moyen terme, est-ce qu'on soit un nouvel entrant, et on a vu que c'était souvent difficile de surnager et de survivre dans cet univers et d'atteindre la rentabilité, ou un acteur historique de plus en plus concurrencé par les plateformes, les GAFA, qui captent une part sans cesse croissante de la publicité digitale. L'équation économique, en quoi les uns et les autres, vous êtes confiants dans la capacité que vous aurez dans le contexte actuel, la conjoncture publicitaire, la conjoncture budgétaire, à faire face à ces enjeux, les uns et les autres. David, peut-être pour commencer, et ensuite Delphine. Sur les ressources publicitaires, on est devenus des concurrents complets des plateformes, je le disais un peu tout à l'heure. Ça démarrait sur les achats de contenu, enfin ça démarrait, disons, sur le temps de visionnage, ça s'est déployé ensuite sur les achats de contenu, tous les achats de contenu, des séries d'abord, du live, des programmes de flux maintenant, beaucoup de sport évidemment, et puis on est de plus en plus concurrents sur la publicité. C'est ce que nous avions dit avec nos collègues de TF1 quand en 2021-2022 on a essayé de montrer à quel point le rassemblement de force était quelque chose d'important. Je pense que tous les événements qui se sont produits depuis le refus de l'autorité de la concurrence ont montré qu'on avait raison. Et je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient tort de manière absolument systématique. Donc je pense que la question se reposera un jour. Mais pour revenir à cela, nous, les enjeux sont assez simples. C'est défendre de manière forte la publicité sur le linéaire. Et ça, on a la chance d'avoir une publicité qui est de très grande qualité, avec des contenus. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des chaînes de télévision. Contenu de qualité avec un prix qui est tout à fait bon marché par rapport à d'autres offres digitales. Et puis de l'autre, engager cette transformation digitale également en termes monétaires et se développer notre chiffre d'affaires sur notre plateforme M6+ pour nous. Ou M6+, ça génère aujourd'hui des revenus complémentaires importants qui sont de nature à compenser peut-être un déclin, si un jour il devait y en avoir un, on va se battre pour qu'il n'y ait pas de déclin, mais aujourd'hui, M6+, mois après mois, ça fait environ 10% du chiffre d'affaires total du chiffre d'affaires télé, et c'est la même chose sur nos activités digitales de RTL, environ 10% du linéaire. On sera à 20%, je pense, dans 3 ans. Est-ce qu'on ira au-delà? Tout ça est évidemment à écrire, puisqu'on est dans un cadre qui change à une vitesse incroyable. Delphine, sur la conjoncture et sur les perspectives. Alors là, c'est vrai qu'on est dans une petite situation un peu difficile, puisque comme tout le monde, il y a eu des coupes budgétaires. Je ne le prends pas du tout d'ailleurs, on ne se sent pas particulièrement visé en tant qu'audiovisuel public. Il y a une situation critique en France. Bon voilà, donc pour la première année en 9 ans, on a fait un budget validé par notre gouvernance qui aura un déficit.
Parce que, comme toute entreprise, on ne peut pas dire au mois de novembre, on change la donne. Bon. Au fond, ce que ça repose comme question, et moi, en tant que patron d'une entreprise publique, je me dis, j'ai beaucoup interrogé mes collègues en Europe. Je préside l'Union des télévisions et des radios publiques en Europe, donc je leur ai dit, mais comment on fait pour faire la même chose avec, allez, 1 milliard de moins? Parce qu'au fond, c'est ça l'ordre de grandeur que cherche l'État. Hein, et en fait, c'est pas possible. Voilà. Donc non, mais c'est un fait. Personne n'y arrive. Les Allemands, l'audiovisuel public en France, c'est 4 milliards. Les Allemands fonctionnent avec 7 milliards. Les Anglais avec 6 milliards. Ça coûte cher. Donc toute la question, elle est presque, je dirais, politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère, oui ou non, que l'audiovisuel public est un service public essentiel? C'est légitime de poser la question. Moi, je trouve que dans le dérèglement médiatique dont on a vu que les prémices, et déjà, c'est effrayant, oui, c'est essentiel, parce que, comme les médias nationaux de manière générale, c'est le seul endroit où on est encore capable de fabriquer du commun. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas extrémiste en disant on ne peut pas faire d'économie. Bien sûr qu'on peut en faire, mais pas quand j'ai le ministre des Comptes publics en face de moi ou le ministre de l'Économie et des Finances, pas dans l'ordre de grandeur qui intéresse vraiment ces hauts personnages pour boucler un budget avec 60 milliards à trouver. Alors comment est-ce qu'on va faire si quand on est à la tête de France Télévisions, qu'il faut être candidat pour... je sais pas, vous avez fait les Jeux Olympiques l'année dernière, mais cette année il y a le renouvellement du rugby. Est-ce qu'il va falloir faire des choix drastiques ou des choses comme ça? Non, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait reposer au fond les missions et les moyens et qu'il fallait mettre les deux en adéquation. Et moi je ne sens pas du tout, je ne sens pas du tout de volonté de réduire l'audiovisuel public. Je sens un passage difficile que tout le monde vit et il faut être solidaire de ce passage difficile. Mais on a besoin d'avoir des perspectives, de retravailler sur un plan stratégique à 3 ans, 5 ans pour être capable de se projeter et pouvoir au quotidien prendre ces décisions en effet qui sont importantes. Est-ce que pour France Télévisions, le relais sur le numérique est générateur de revenus, un peu comme le disait David, c'est-à-dire 10%, ou est-ce qu'au contraire, le côté service public, donc moins de dépendance à la publicité, fait que dans le numérique, vous avez moins vocation à dépendre et à générer des recettes publicitaires? Alors, on engendre des recettes publicitaires, mais sans doute dans une moindre mesure. On fait attention à la pression publicitaire sur notre plateforme France.tv et on va continuer à le faire. Donc oui, c'est un relais qui est important. C'est le seul en réalité, hein. Mais c'est pas ça qui va changer la donne. En réalité. Aujourd'hui, on a en moyenne sur 2024 35 millions de visiteurs uniques par mois. On est, alors avec TF1, on ne va pas faire la compète, c'est pas le sujet, mais les premières plateformes de streaming tout court, hein, et gratuites évidemment. Pour autant, est-ce que cette position de leadership nous permet d'avoir une économie qui tourne? Ben non, non. Voilà. Donc voilà, donc on a besoin de ce complément pour compenser les baisses sur les chaînes linéaires. Est-ce que ça résout l'équation? Pour le service public, certainement pas. Ça suffit pas. Christopher Egenael, sur comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un univers quand même très contraint quand on part de zéro et où on sait qu'on commence par dépenser de l'argent mais on ne sait pas combien on va en gagner. Comment est-ce qu'on s'en sort? Nous, un des défis, effectivement, c'est la construction, la fabrication de cette chaîne, la sortir. Pour nous, notre date, qui est le 1er septembre, qui a toujours été la date annoncée, que ce soit à l'audition ou dans notre dossier. Et puis, la deuxième partie, enfin, la première partie, ça serait donc le linéaire. La deuxième partie, c'est vraiment cette imbrication dans le numérique. Voilà, la chaîne est aussi un prolongement des développements numériques du groupe Ouest France. Il va falloir qu'on se développe là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 21 millions de lecteurs, que ce soit sur le papier ou sur le numérique. Donc, on est une marque forte et on va effectivement lancer cette chaîne aussi sur une plateforme et sur tous les canaux en créant des passerelles avec le print, avec la chaîne. Voilà. Mais l'équipe qui a fait un peu le même pari, qui était de passer d'un média papier à une diversification dans le digital, puis dans la télévision, a prouvé que c'était difficile. Qu'est-ce qui vous rend confiant dans la capacité qu'a
qu'a le groupe Ouest France? Est-ce que c'est parce qu'il y a des synergies? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà des annonceurs à qui vous pouvez vendre quelque chose en plus? Qu'est-ce qui vous rend relativement confiant dans la capacité à surmonter, à résoudre cette équation économique? C'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui sur déjà nos lecteurs en numérique. Il faut savoir que plus de 70% de l'audience de ces lecteurs sont hors de l'ouest de la France. Donc voilà, donc c'est vraiment un complément. On va avoir une offre complète, print et digital et linéaire. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Christopher, est-ce qu'il y aura assez d'argent pour rentabiliser un tel projet, ou est-ce que c'est des années de perte avec un espoir un jour? D'abord, je vais vous faire une révélation. La télévision n'est pas morte, loin de là. Ça fait 20 ans que j'entends dire par tous les grands experts, la télévision est morte de toute façon, etc. J'ai même connu des groupes et j'ai été dans des groupes qui étaient obsédés par l'idée de vendre leurs activités de télévision. Quand je regarde sur les 20 dernières années les groupes privés en France et dans les autres pays européens et que je vois les résultats qu'ils ont fait sur leur activité de télévision linéaire, je me dis que ceux qui ont voulu vendre avaient peut-être tort en termes de valorisation de leur actif. Donc la télévision n'est pas morte, loin de là. J'en veux qu'une seule preuve. Quand on regarde ceux qui se sont présentés pour avoir des nouvelles chaînes hertziennes, en l'espèce, il y a 1 an et demi, Xavier Niel, au moment où M6 et TF1 ont été remises en concurrence, comme l'opération qu'on a vécue cet été, il y a 1 an et demi, tout le monde l'a oublié, mais Xavier Niel est venu avec un projet très sérieux parce qu'il voulait une télévision hertzienne linéaire. Tout le monde connaît l'appétence et les qualités de Xavier Niel dans le monde numérique. Donc je me dis que si quelqu'un comme lui a fait un dossier, est venu candidater pour avoir une chaîne de télévision linéaire, je pense que la télévision est loin d'être morte. Quand on voit à contrario, et puis là je ne reviendrai pas sur l'appel d'offres, notre groupe bien sûr, qui est un groupe international européen, vous le savez, le premier titre de presse Ouest France français, Alain Veil qui revenait, etc. On voit bien la qualité de ceux qui étaient prêts à investir dans la télé, ce qui est notre cas parce que nous avons la conviction, comme je le dis, que la télévision est un média, je ne sais pas si je dois dire d'avenir, mais en tout cas un média du présent et des années à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et quand vous regardez ceux qui ont été sortis dans leur chaîne, je précise d'ailleurs que pour certains, ils avaient recandidaté sur toute la chaîne. Ils ont d'ailleurs eu des chaînes qui sont reconduites. Donc c'était en aucun cas une défiance vis-à-vis de la télé, c'était même l'inverse quand je vois les réactions sur le fait qu'ils n'ont pas pu continuer certaines de leurs chaînes. Alors en ce qui concerne notre chaîne, d'abord on a la chance d'avoir un actionnaire qui est un actionnaire important, CMI, et puis dernière Daniel Kretinsky, mais ce n'est pas parce qu'il est important que c'est un mécène. C'est-à-dire que quand il va dans une activité, c'est dans une logique économique. Et à titre personnel, j'ai dirigé, vous le savez, des chaînes des radios publiques privées. Je n'ai de ces chaînes, quelles qu'elles soient, matures, démarrant comme W9 ou d'autres, je les ai toujours amenées durablement vers des situations, non pas de déficit, mais de résultats positifs. Donc pour répondre à la question de David, on ne part pas sur le lancement de cette chaîne pour faire une chaîne éternellement déficitaire. La télévision, ça coûte cher, on est nouveaux entrants, il faut faire des investissements, c'est évident. Donc les 3 premières années seront des années, et ça a été vu comme ça dans le business plan, seront des années de perte, mais je pense qu'on a des chances, dès la 4e année, d'arriver à un petit équilibre. Donc clairement, on voit ça aussi comme un investissement économique et comme, excusez-moi du terme, c'est pas un gros mot, comme du business. Il nous reste 5-6 minutes avant que je passe le micro à la salle pour 1 ou 2 questions. La télévision n'est pas morte, mais le hertzien, qu'est-ce que vous en pensez? On a vu que le groupe Canal+ a renoncé en partie à ses fréquences hertziennes. David parlait de la progression du numérique. Est-ce que le hertzien a vocation à disparaître assez vite selon vous, ou est-ce que pour les uns et les autres, vous pensez qu'au contraire, c'est important de rester actif, présent sur le hertzien et d'avoir une bonne numérotation? Christopher a envie de réagir tout de suite. Peut-être juste une distinction entre le hertzien gratuit et le hertzien payant. Tout le monde sait qu'en France, le hertzien gratuit a été un énorme succès et continue à l'être. Le hertzien payant ne l'a jamais été. D'ailleurs, le constat, si j'ai bien compris, c'est que le groupe Canal en sort parce qu'ils ont autour de 70 000 abonnés. Ça veut dire qu'en réalité, ça n'a jamais été un succès, et je dirais même que c'est un non-sujet. C'est pas parce que les deux s'appellent hertziens, il n'y a aucun rapport et aucun lien entre le hertzien gratuit, qui est un vrai succès durable, et le hertzien payant, qui ne l'a jamais été.
Delphine, sur le hertzien, est-ce que ça reste important pour France Télévisions ? Moi, je défends la TNT pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le seul moyen d'accès à la télévision qui soit réellement gratuit, hein, pardon de le dire. Alors certes, il faut une antenne râteau sur son toit, mais enfin, voilà, on n'a pas besoin d'un abonnement autre que celui-là, qui reste accessible de 99% du territoire, donc vraiment, vraiment démocratique. Et puis, dernier point, alors on le traite toujours par le mépris, mais moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça coûte quand même 10 fois moins en consommation carbone que d'aller chercher à la demande son programme en direct. Donc c'est très très économique en termes de bilan carbone. On sait que le numérique, alors c'est les terminaux hein, qui consomment beaucoup en bilan carbone, mais enfin de se dire qu'on a un mode de diffusion pour la télévision en direct, hein, s'entend, qui est efficace, économique, déjà installé, je trouve que dans la période actuelle, ça se regarde. Voilà. Donc je pense que c'est très important de réinvestir la TNT. Nous, on a aussi, à l'occasion des JO, upgradé la TNT avec l'ultra haute définition. C'est dire qu'on croit à l'avenir de la TNT. David ? Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être une chose qui est et là, nous sommes bien aidés par l'ARCOM sur les SIG, hein, les services d'intérêt général. C'est pour nous quelque chose de très important. Et ce sont les chaînes gratuites de la TNT qui ont été choisies, en tout cas comme SIG initiaux. Qu'est-ce que ça change d'être SIG ? Alors pour l'instant, rien. Qu'est-ce que ça doit changer sur une télécommande ? Il faut être clair. En revanche, c'est une question de visibilité renforcée, notamment dans un contexte de concurrence avec les plateformes qui ont les moyens de faire des accords mondiaux avec Samsung, avec LG, avec Sony, donc notamment sur les téléviseurs connectés qui, à côté de la TNT, se développent évidemment à toute vitesse. Et c'est un marqueur qui va nous permettre d'arriver avec la même visibilité que ces plateformes. C'est absolument indispensable. Et il faut qu'on transforme cette délibération de l'ARCOM en une réalité. Et c'est un des enjeux nombreux de l'année 2025. L'objectif, c'est d'apparaître sur les start-up screens des téléviseurs connectés, c'est ça ? Exactement. Sur ce point-là, Guénaël ou Christopher, sur la TNT, pas de point à rajouter, non ? Non, mais je crois qu'effectivement, ce que disait Christopher, on a vu l'engouement pour la TNT au moment de renouvellement de ces candidatures, et que ce soit les groupes plus anciens ou les nouveaux qui voulaient rentrer sur ces fréquences, a été très important. Dans le passé, il y a eu une expérience pour faire face aux géants du numérique qui était de créer une sorte de sainte alliance avec Salto pour regrouper les différents acteurs de la télévision hertzienne en France. Est-ce qu'il y a la place finalement pour autant de plateformes concurrentes verticales, M6, France Télé, ou est-ce que finalement à un moment ou à un autre il faudra se reposer la question? David, tu disais qu'il faut se reposer la question un jour d'un TF1 M6, est-ce qu'il faudra se reposer la question d'une forme de salto ou d'union un peu sacrée de tous les opérateurs hertziens face au YouTube? Salto, c'est une plateforme d'abord de SVOD, donc c'est un petit peu différent, et ça d'ailleurs on peut dire qu'il y a trop de plateformes SVOD, AVOD probablement aussi, mais en tout cas SVOD dans le monde, c'est une évidence. Après le succès initial de Netflix, tous leurs fournisseurs initiaux de contenu ont voulu développer leur propre plateforme pour ne pas dépendre d'eux, et résultat, on se retrouve, si vous voulez avoir la même offre, disons, qu'il y a 10 ans, vous devez vous retrouver abonné à Disney+, à Max, à Paramount+, etc. Donc vous avez il y a juste trop de choix, vous mettez de plus en plus de temps à trouver un programme, vous ne savez plus sur quelle plateforme c'est, etc. Donc on est dans une phase, je pense, d'extension du nombre de plateformes qui se terminent, et tout ça va se concentrer dans les années à venir. C'était vrai pour la télévision gratuite, ça le reste, et ça sera la même chose pour les plateformes. Ça me paraît évident. Pour la télévision gratuite, Delphine ? Oui, c'est une très très bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse. Notre première réponse a été de considérer que France.tv, qui a énormément progressé ces dernières années, hein, on a fait plus 35% en une année, hein, déjà devait s'ouvrir et avoir un rôle d'agrégateur pour l'ensemble des chaînes du service public. Donc on a intégré Arte, on propose Arte depuis cet automne. On va poursuivre avec les chaînes parlementaires. J'avais eu l'accord de Christopher avant son départ, et celui d'Emmanuel, l'INA, France 24, TV5 Monde. Voilà. Donc la question qui se pose, moi je reviens sur Salto, hein. À l'origine c'est vrai que c'était une plateforme de SVOD, mais on avait
avec Nicolas et Gilles à l'époque, l'idée que le jour où M6 et TF1 étaient libérés de leur exclusivité de gratuité avec les opérateurs, on aurait une version gratuite de Salto qui était cette fameuse plateforme. On ne peut pas à la fois dire l'union fait la force et soutenir les SIG et considérer qu'on va tenir durablement avec trop de plateformes différentes. Donc oui, la concentration aussi sur le gratuit va être une question. C'est pas évident, c'est pas simple, mais oui, je pense que ça va se poser. On a le temps pour une ou deux questions. Je crois qu'on avait 10 minutes de questions. Alors, je cherche une ou deux mains qui se lèvent. J'en vois une devant. Un micro. Question, si possible, relativement brève. Oui, bien sûr. Merci pour vos interventions. Vous avez mentionné au début notamment une évolution de la régulation qui a été créée avant le digital et avant les plateformes. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous avez en tête ou ce que vous voudriez voir? Plutôt pour David, cette question-là ou... David ou d'autres? D'accord. Bon, il y a plusieurs choses. Hein. La plus évidente. Alors, il y a des choses très actionnables et d'autres qui le sont un peu moins. Sur ce qui est le plus actionnable, c'est les secteurs interdits de publicité en télévision. Vous savez que les ressources publicitaires du marché de la télévision sont assez stables depuis une dizaine d'années, autour de 3,3 milliards, 3,4 milliards chaque année. Il y a une tendance qui est quand même plutôt à la baisse. Aujourd'hui, il y a un levier de croissance principal qui est les distributeurs. Aujourd'hui, on a à côté de nous un certain nombre d'acteurs de la radio et de la presse qui militent avec, je dois le dire, beaucoup d'efficacité pour maintenir cette interdiction. Je pense que, vu tout l'argent qui est parti sur Google, sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux pour ce type de publicité, c'est une interdiction qui... c'est comme si vous mainteniez la porte de la maison fermée alors que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont grandes ouvertes. Je pense que ça ne sert à rien. Et donc je pense que ça fait partie des décisions assez simples qui pourraient être prises pour libérer un petit peu d'énergie et redonner un petit peu d'essence dans le moteur de la publicité. Il y a un autre débat, je trouve, qui vaut la peine, qui est la chronologie des médias. La chronologie des médias, elle a changé en 2022. Tout le monde a progressé, a avancé. Les seuls qui n'ont pas avancé sont les chaînes gratuites. Les investissements qu'on fait avec beaucoup de plaisir. Nous, pour le groupe M6, on a été très heureux. On a fait une année exceptionnelle. Quasiment 50% des entrées cinéma en France ont été des films M6. Un petit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo et beaucoup d'autres. Donc on est des fans de cinéma. On adore le cinéma. On est heureux de financer le cinéma. Est-ce que c'est normal que quand la chronologie bouge, les seuls qui ne gagnent pas sont les diffuseurs gratuits? Je ne suis pas certain. Donc voilà, je pourrais parler de plein d'autres sujets là-dessus, mais tout est fait. Encore une fois, ce n'est pas construit au détriment des diffuseurs, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça a été construit à une époque où la diffusion, et notamment la diffusion gratuite, n'était pas forcément menacée par d'autres. Merci. Une autre question au centre. Je suis le producteur de Save Zone. Est-ce que vous pouvez mettre dans le micro, s'il vous plaît, monsieur? Alors, je suis le producteur de Save Zone, qui est une émission qu'on a lancée sur YouTube avec Faustine Bollard et qui maintenant est arrivée sur Slash, sur France Télévisions. Merci au passage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir imaginer davantage à l'avenir, une codiffusion? Et est-ce que pour vous, YouTube, c'est un concurrent ou aussi un partenaire? C'est les deux. On a un peu changé notre politique de distribution sur YouTube. Moi, quand je suis arrivée, donc il y a 9 ans, on distribuait absolument tout sur YouTube et je dis on n'arrivera jamais à construire une identité de marque avec France.tv si on donne tous nos contenus les plus critiques et notamment les fictions sur YouTube. Donc on a arrêté de distribuer sur YouTube. Par ailleurs, la contrepartie financière était peanuts, hein, donc bon, voilà, on n'a pas perdu grand-chose. On perd toujours pas grand-chose, on gagne toujours pas grand-chose avec YouTube. Mais bon, passons. Mais aujourd'hui, alors évidemment, le temps a passé et quand on s'est préoccupé de lancer Slash et de s'adresser aux jeunes publics, on s'est dit, les jeunes publics, ils sont sur YouTube. Donc soit on y va, soit on les a pas. Et donc sur les programmes qui sont vraiment conçus à destination des publics jeunes, on a depuis maintenant quelques années décidé de les distribuer aussi sur les réseaux sociaux de manière générale et sur YouTube en particulier. Donc voilà, donc c'est pas ou tout ou rien, c'est en fonction des publics qu'on cherche à toucher et ça pourra encore évoluer. Donc on n'est pas dogmatique, hein, mais on essaie aussi de continuer à construire notre marque France.tv de manière forte.
Peut-être le temps pour une dernière question. Alors c'est une question récurrente. Donc tous les 2 ans, au moins, on revisite la question. Jusqu'à présent, on n'a mis rien ou quasiment rien. On avait été pionnier là-dedans avec Golden Moustache il y a un certain nombre d'années, avec des succès d'audience extrêmement forts, de la création, l'émergence de talents, de nouveaux talents dont on était très fiers. Après, on est une chaîne privée, donc il y a une dimension business, pour reprendre le terme de Christopher tout à l'heure, et d'un point de vue business, ça n'avait aucun sens. Honnêtement, ça n'a toujours aucun sens. J'avais posé une question à une personne de YouTube en lui disant « Écoute, je te donne tous mes programmes en replay, tu as accès à tout, combien je ferai de chiffre d'affaires ?» Et elle m'a dit « Je pense qu'on peut facilement atteindre les 10 millions d'euros. » Voilà. Nous, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, il y a un problème. L'économie de YouTube, l'économie du streaming gratuit ne fonctionne pas pour des professionnels, disons, de la diffusion mass market. Ça ne marche pas encore, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas demain. Donc on revisite, c'est une évidence, mais je vous donne un autre exemple. On a fait un accord avec Meta de visibilité en mettant donc, du contenu plus marketing pour faire connaître nos programmes, nos lancements et faire venir. Ça fonctionne extrêmement bien, un nombre de vidéos vues. Initialement, les premières années, ils étaient très contents de nous avoir, et donc ils nous donnaient beaucoup d'argent. Comme par hasard, la publicité tombait. On se disait, c'est vraiment, on a trouvé la martingale, on est en plus fort que les autres. Et puis, on a continué de mettre plein de programmes. On a multiplié par 2, encore l'année dernière, le nombre de vues, le nombre d'heures passées sur ces plateformes. Donc ça fonctionne de mieux en mieux. Et nos revenus ont été divisés par 2. Parce qu'ils ont décidé probablement de favoriser tel ou tel nouvel acteur. Donc on s'est dit, qu'on n'était pas si intelligent que ça, et deuxièmement, qu'on est dans un rapport de force qui nous est totalement défavorable. Nous sommes des nains. C'est une réalité. Donc ce sont des décisions extrêmement complexes et qu'il faut revisiter de manière très fréquente. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas trop se tromper. Allez, il nous reste 1 minute pour une dernière question. Une question très courte. Bonjour. Ça fonctionne, ça fonctionne. On sait qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, les réseaux sociaux gagnent de plus en plus de terrain. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que la télévision doit s'adapter pour justement éviter de ne pas mourir, comme le moyen économique de gagner de l'argent va évoluer avec les nouvelles plateformes qui arrivent tous les jours que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde. Delphine ou Christopher, ouais. Peut-être juste 2 choses. La première, c'est que tous les médias classiques sont quand même très présents sur les réseaux sociaux et d'ailleurs sont très regardés, très écoutés, notamment en matière d'information. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent pour le compte des informations, je veux dire, certifiées par un média classique. Delphine, pour conclure. Bon, alors, je vais avoir du mal à conclure parce que je trouve que c'est une très bonne question, mais une question qui reste ouverte. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que plus les réseaux sociaux évoluent, plus la méfiance aussi envers les réseaux sociaux et l'information qui est distribuée, le fait qu'on reste dans sa bulle, grandit aussi. Je parlais en introduction des récentes déclarations d'Elon Musk, de Zuckerberg. On apprend ce matin qu'Elon Musk veut racheter TikTok. Les maîtres du monde. Donc, est-ce que demain, on aura toujours la même confiance dans ces réseaux sociaux dont les algorithmes sont maîtrisés par 2 personnes sur Terre? Enfin, on peut se poser des questions. Donc, je pense que cette folie-là, parce que là, honnêtement, c'est dingue quand on y pense, ça doit nous obliger ça doit, je trouve, nous inciter à réinvestir ce qu'est le vrai journalisme, discuter avec des jeunes femmes qui sont dans une école de journalisme. Demain, quelqu'un qui aura vu de ses yeux vu ce qui se passe, qui aura tenu lui-même la caméra et qui pourra certifier que l'image elle est réelle, ça va valoir cher, parce que des images maintenant on peut en fabriquer, on peut fabriquer à partir de son salon à peu près ce qu'on veut en 2 secondes 50. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une phase positive à ce dérèglement planétaire. Merci à tous les 4. Bon après-midi à vous et à tous les participants et à tous les intervenants. Je crois qu'il reste encore des débats.
Merci David, merci Delphine Ernotte, Christopher Baldelli, merci à vous Guénaël Trolli et David Larramendy d'avoir été avec nous ce matin.